ligne. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition de Parlons Parlons Inclusion Numérique, un événement donc de la Banque des Territoires et de la Mednum. Je suis Catherine Decopé, je suis journaliste au magazine Chute, qui est le magazine qui scrute l'impact du numérique sur nos sociétés. Et je suis ravie d'animer cet événement aujourd'hui qui réunit beaucoup de monde, tant le sujet est crucial et d'actualité. En introduction, alors je vais d'abord présenter les différents intervenants. Nous avons la chance d'avoir avec nous Giovanna Marsico, qui est déléguée au service public d'information en santé, le SPIS, chargée notamment du programme national de modernisation du système de santé. Donc tout cela au sein de la délégation ministérielle au numérique en santé. Bonjour. Nous avons également... Bonjour à vous. Garland Nison, bonjour. Vous êtes chef de projet inclusion numérique en Drôme. Bonjour. Avec nous également Florence Herry, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Libéraux et infirmière. Bonjour. Et avec nous également Jean-Baptiste Moreau, vous êtes directeur de la régie de territoire CUCM Nord, la communauté urbaine Creusot-Monceau. Bonjour. Bonjour. Alors, on va lancer tout de suite les festivités par un mot d'introduction de Giovanna Marsico. Mais juste avant, je donne la parole à Emma Gariani, la codirectrice de la Mednum. Bonjour Emma. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Merci à nos intervenants d'être là. Je suis Emma Gariani, je suis codirectrice de la Mednum. Alors, je vais profiter sur ce mot d'introduction pour introduire rapidement l'outil de webinaire et en même temps vous accueillir. Sur l'outil de webinaire, rapidement, vous pouvez le voir, c'est Livestorm. C'est peut-être pas familier de tout le monde, donc on va vous proposer de poser des questions pendant tout le webinaire et puis on aura un temps avec moi et Catherine pour pouvoir sélectionner les questions. Vous pouvez voter pour une question si elle vous intéresse. Nous sélectionnerons les questions qui ont le plus de votes pour les passer à nos intervenants. Voilà, donc ça c'est le petit point technique. En guise d'introduction et pour précéder Giovanna, je suis très heureuse pour la Mednum et avec notre partenaire, la Banque des Territoires, dont je sais, Julie Stein et Nicolas Turca sont avec nous, ils prendront la parole à la fin de ce webinaire, de vous accueillir donc sur un webinaire autour d'une thématique qui a été absolument cruciale ces dernières années, qui a cessé de montrer à quel point elle était importante, celle du numérique en santé, mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui on va encore plus loin, on parle d'inclusion numérique dans le secteur de la santé, avec plusieurs personnes qui sont à la fois sociétaires de la Mednum et également différents rôles dans les territoires. Donc simplement pour vous accueillir, vous souhaitez une excellente table ronde. J'espère qu'elle vous sera utile à vos réflexions, à vos actions au niveau national et dans les territoires. Et je repasse la parole à Catherine. Merci beaucoup Emma. Et donc je rappelle encore une fois pour la question technique, les questions seront donc dans l'onglet questions et non pas de chat. Mais si jamais vous écrivez dans le chat, c'est pas grave. On reprendra évidemment toutes les questions à partir de 9h30. Donc juste, on va avoir un petit mot d'introduction jusqu'à 8h45. Ensuite, place au débat jusqu'à 9h30. Et ensuite, place à vos questions jusqu'à 9h50 avant un mot de conclusion. Giovanna Marsico, donc bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être pour lancer votre introduction, j'aimerais vous lancer sur cette question du contexte. Est-ce que cette question de l'inclusion numérique aujourd'hui, elle est encore plus pressante en temps d'épidémie ? La bonne question. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Catherine, de poser le cadre du débat. Effectivement, déjà, je suis effectivement déléguée au service public d'information en santé. Je travaille sur le volet de l'éthique du numérique, en particulier des fractures numériques. Et depuis le début de la pandémie, nous avons tous constaté la radicalisation des besoins en termes de rapprochement des personnes et surtout des professionnels avec les patients. On a pu constater malheureusement une perte de chance pour certains patients à maladie chronique, pour certains patients qui se sont retrouvés lors de la première vague du confinement isolés. Et donc, l'enjeu de faciliter
le numérique en santé, donc le numérique en santé pour pouvoir permettre l'accès à la santé et aux soins de tous est majeur. Et pour ça, il faut évidemment que ce numérique soit adapté à toutes et à tous, donc qui prenne en compte les besoins, les spécificités, les compétences de toutes et tous. Pour vous donner quelques éléments de cadre, pour vous dire ce que l'État fait en ce moment côté santé pour pouvoir favoriser, améliorer l'inclusion numérique, il faut que je parte un peu plus loin et que je définisse un peu ce que fait l'État en général sur le numérique en santé. Je vais y aller assez rapidement, mais depuis le 25 avril 2019, le ministre, à l'époque la ministre Agnès Buzyn, avait lancé la feuille de route du virage du numérique en santé avec 5 grandes orientations qui étaient des orientations qui visaient et qui visent toujours à redéfinir de la cohérence et à faciliter le déploiement du numérique. Une première orientation sur le renforcement de la gouvernance, un deuxième sur l'intensification, la sécurisation et l'éthique du numérique en santé, puis l'accélération du déploiement des services numériques socles, le déploiement au niveau national des plateformes numériques en santé et puis le soutien à l'innovation et à l'engagement des acteurs. Pour tout ça, il y a une délégation ministérielle du numérique en santé qui a été créée et qui s'est rapidement entourée de toutes les parties prenantes de cet écosystème. Donc, bien évidemment, les associations de patients, les associations de professionnels, les sociétés savantes, les établissements, les structures, les industriels et également les acteurs du territoire. Et la délégation ministérielle a souhaité redonner impulsion au Conseil du numérique en santé, une structure préexistante, mais qui était plutôt une structure professionnelle. Et la spécificité de cette réimpulsion est que, d'une part, la structure a été ouverte, cette instance a été ouverte à toute personne, toute structure qui veuille participer, qui veuille s'impliquer dans les travaux sur le numérique en santé. Et puis, elle a recentré ses missions, ses objectifs sur la formation, le développement économique, les bénéfices et surtout les fractures numériques, ce qui est le thème qui nous concerne aujourd'hui. Juste en termes de détails, la délégation du numérique en santé, qui est une structure relativement légère, s'appuie sur la force de frappe d'une agence du numérique en santé qui était l'ancienne ASIP Santé. Et la feuille de route est résumée de façon un peu avec une métaphore qui est celle de la maison. Il y a une maison. Dans la maison, il y a les parties émergentes et puis il y a les fondations, il y a tous les services essentiels, le tout à l'égout, les réseaux électriques. Et ces services doivent être absolument fournis et définis par l'État. Les services socles sont à la main de l'État. Parmi les services socles, on a donc les nouvelles plateformes dont je vous dirai un mot. Et puis, il y a des référentiels. Le référentiel de la sécurité, le référentiel de l'interopérabilité, parce que c'est indispensable que les systèmes puissent se parler et communiquer entre eux. Et puis, il y a un volet auquel nous sommes particulièrement attachés, c'est le volet de l'éthique. L'éthique dans le numérique, pour que le numérique ne soit pas un Far West, mais soit vraiment déployé dans l'intérêt des parties prenantes, d'abord les patients, les proches, les personnes concernées, et bien évidemment également les professionnels, et puis qu'ils investissent tout l'écosystème, donc les industriels, les institutions, etc. Et dans le volet éthique, justement, se trouve la conception d'outils adaptés aux personnes en situation d'exclusion numérique, donc la question des fractures numériques. En haut de la maison se trouvent des plateformes qui sont une pour le bouquet pour les professionnels, le bouquet de services pour les professionnels, le Health Data Hub, donc c'est la partie qui permet de récupérer les données pour pouvoir les investir dans les recherches au profit des patients, et puis Mon Espace Santé. Mon Espace Santé qui est un portail qui est actuellement un pilote
sur 3 territoires de France, mais qui, à partir du premier trimestre 2022, va se généraliser et qui contient pour le moment contiendra au moment de la généralisation, mais voilà, pour le départ, 4 fonctionnalités. Des fonctionnalités justement socle, donc un dossier médical qui intègre l'ancien DMP pour permettre le stockage de données, une messagerie sécurisée qui au départ sera proposée entre professionnels, mais qui par la suite permettra aussi l'échange entre les professionnels et les patients, une agenda de santé et un catalogue de services. Et ce catalogue de services nous a permis vraiment de faire l'exercice de la structuration des critères d'inclusion pour tous les services, tous les outils qui sont proposés par les privés ou par les publics. Cette question de l'accès des services des producteurs dans l'espace du numérique en santé, dans mon espace santé, est définie par la loi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très cadré et ces outils doivent être conformes à la doctrine technique du numérique en santé, donc ils doivent respecter les référentiels d'interopérabilité, les référentiels de sécurité, mais aussi les référentiels d'engagement éthique. Et il y a une commission de référencement qui est chargée d'instruire les dossiers, d'évaluer et puis de faire tout le suivi pour que ces outils restent toujours conformes aux référentiels. Pour vous donner quelques exemples des critères qu'on a définis, tous les outils doivent être accessibles dès la conception du service, par exemple, doivent prendre en compte les besoins des personnes, quelle que soit leur situation socioculturelle, situation de handicap, situation de perte d'autonomie, etc., allophone, etc. L'éditeur, par exemple, doit s'engager à mettre en place une démarche d'accessibilité pour que le service soit utilisable, quel que soit le matériel, le logiciel, l'infrastructure. Il doit garantir que le service soit exploitable, même avec des systèmes pas forcément récents, et donc éviter que la personne doive se retrouver à devoir changer à répétition et racheter les nouveaux modèles. Voilà, pour vous dire quelques exemples de ce type, il y a un corpus assez important de ces critères et ces critères ont été travaillés avec, d'une part, les membres du groupe de travail au Conseil du numérique en santé dédié aux fractures numériques et validés avec eux, et puis d'autre part, également avec les membres du groupe de travail sur l'accessibilité de la téléconsultation piloté par la DGOS, mais on a travaillé ensemble. Donc, on avait des représentants d'usagers, des représentants d'usagers sanitaires, usagers médico-sociaux et sociaux, et puis professionnels, institutions, chercheurs, collectivités, etc. Et dans tout ça, on est allé plus loin. On a voulu non seulement définir des critères de base, mais on a voulu aller vraiment de façon proactive pour aider, accompagner les personnes vers le numérique en santé. Donc, on a actuellement mis en place 2 projets. Garland Nison en parlera mieux que moi, mais ces 2 projets vont nous permettre de résoudre ou de diminuer les fractures numériques qui sont de 3 catégories, les fractures relatives aux équipements, les fractures relatives à la couverture sur le territoire et puis les fractures relatives aux compétences. Et on a voulu s'attaquer en particulier aux compétences parce que ce sont les fractures qui investissent en termes de nombre la plupart des personnes en situation d'exclusion. Donc, les 2 pilotes sont l'un un déploiement dans la Drôme et Haute-Savoie, et c'est justement pour accompagner les citoyens en numérique en santé, ceux qui sont les plus exclus. Et puis, le second est en Haute-Garonne et c'est un dispositif qui est beaucoup plus recentré en vue de la sortie de mon espace santé et qui se base sur la solidarité. Donc, il permet à toute personne, aux structures qui souhaitent s'engager dans le déploiement de mon espace santé, de devenir ambassadeur, de devenir accompagnateur et donc de s'engager dans la sensibilisation et dans la formation des personnes qui en ont besoin, évidemment, si elles sont déjà
à l'aise avec le numérique. Dès lors que ces personnes ne sont pas à l'aise avec le numérique, on renvoie vers les médiateurs d'inclusion numérique, donc vers les professionnels. Juste un dernier mot pour dire que dans tout ça, on a aussi réfléchi aux professionnels, parce que les professionnels de santé, d'une part, peuvent être un relais, et d'autre part, on peut avoir besoin, eux aussi, de formation dans le numérique. Et il y a tout un pan du programme d'investissement d'avenir, donc le programme du plan France Relance, qui va justement dans le sens de la formation initiale et continue des professionnels pour appréhender et utiliser le numérique en santé à très bonne escience. Voilà, je pense que j'ai dépassé d'1 minute, et donc je laisserai la parole au débat et je serai ravie de pouvoir continuer à assister aux échanges. Merci beaucoup, Giovanna Marsico, pour ce premier temps qui note un petit peu justement le contexte dans lequel on se situe. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses qu'on va développer au fur et à mesure de cette table ronde. Et justement, l'idée, c'est de donner la parole maintenant à ces fameuses parties prenantes. Juste, j'avais une petite question avant qu'on commence. Vous savez combien d'applications ou de services seront disponibles sur le catalogue, le fameux catalogue de l'espace de santé numérique, ou c'est pas encore déterminé? Non, évidemment, ça sera évolutif, hein, comme tous les services du numérique. Le numérique ne peut jamais être figé. Donc, l'importance, c'est que les candidats qui nous transmettent la demande soient vraiment engagés à respecter les référentiels. Si les référentiels sont respectés, c'est la logique de l'État plateforme. L'État met à disposition un cadre, des règles, et puis les industriels privés peuvent s'inscrire dans ce cadre et faire profiter de leur dispositif toute la population. Merci beaucoup. Alors justement, donc on va donc maintenant laisser la parole aux parties prenantes, dont certaines justement ont fait partie de ce fameux groupe de travail sur la fracture numérique en santé. Je vais rappeler brièvement qui est avec nous ce matin. Donc Florence Herry, vous êtes infirmière et cofondatrice de Libero, un service numérique en santé dont vous nous parlerez tout bientôt. Garland Lison, vous êtes chef de projet donc inclusion numérique Androme en particulier, et vous pilotez plusieurs projets dont Giovanna Marsico vient de parler. Et Jean-Baptiste Moreau, vous êtes directeur de la régie de territoire CUCM Nord, donc dans la région du Creusot. Merci beaucoup d'être avec nous tous les trois. Je vais tout de suite commencer peut-être par une petite introduction sur la nécessité aujourd'hui du numérique en santé. On l'a vu, en tout cas avec la pandémie, que toutes les solutions numériques ont été mises en avant et finalement prises, considérées par la population comme indispensable, en tout cas une partie de la population. On parle de téléconsultation, mais aussi de résultats dématérialisés. On a vu aussi les sites de prise de rendez-vous se moderniser et accueillir de plus en plus d'internautes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le numérique répond aux problématiques majeures du système de santé? Alors, en tout cas, en temps de crise, il est apparu comme une solution. Florence Herry, est-ce que, justement, pour vous, le numérique aujourd'hui répond à d'autres problématiques que celles de l'urgence en santé, puisque vous avez développé un outil qui permet la coordination des soins, vous allez nous en parler. Est-ce qu'on peut parler du numérique comme solution? Bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas Catherine pour cette question. En effet, alors Libero, on existe depuis un petit peu plus de 4 ans, donc avant la crise, on accompagnait déjà des patients dans l'organisation notamment de leurs soins à domicile. Et ce qu'on fait chez Libero, en fait, c'est qu'on s'appuie sur du digital et de l'humain pour accompagner des patients et des professionnels de santé au quotidien, et notamment dans l'organisation de soins à domicile, mais aussi d'actions de prévention en entreprise. Et ce qu'on a vu notamment au tout début de la crise sanitaire, juste après l'annonce du confinement en mars dernier, c'est que sur notre site libero.fr, il y a eu vraiment une accélération, un boost des demandes de soins, d'organisation de soins qui, du coup, ne pouvaient plus se faire à l'hôpital, et d'anticipation, notamment de prise de sang, d'injection de produits pour des patients qui sont atteints de maladies chroniques. Et du coup, des gens qui devaient s'organiser et donc qui ont sollicité notre plateforme comme un outil facile
pour organiser leurs soins à domicile. On a vu bien sûr que ce boost s'est un petit peu diminué avec le temps, avec la reprise, la réouverture finalement le post-confinement, mais finalement cette tendance à la hausse d'organiser ces soins à domicile via du digital, comme d'autres plateformes pour la prise de rendez-vous en cabinet, c'est vraiment un usage qui s'est vraiment fortement développé sur tout type de patients, parce qu'on a des patients qui sont tant adolescents qui le font pour des proches que des patients qui ont plus de 70 ans. Le point qui est important, c'est que, en effet, le digital, c'est un des piliers sur lesquels on s'appuie pour pouvoir répondre à cette question-là, de l'accès aux soins. Mais il n'empêche qu'il y a effectivement des patients, qu'ils soient jeunes ou âgés, qui ne sont pas du tout, d'une part, à l'aise avec le digital, qui ne parlent pas français, qui n'ont pas forcément Internet comme il se doit partout sur le territoire. Donc, l'accès à la santé numérique n'est pas forcément équitable sur tout le territoire, mais ça, je pense que Johanna et Garland pourra en parler. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est pour ça que nous, par exemple, on a une ligne téléphonique qui est tout de même accessible pour tous, pour que chacun puisse nous solliciter pour qu'on les aide à minima à trouver un professionnel de santé sur le territoire. C'est-à-dire que votre solution, justement, c'est imposer cette contrainte à la fois d'être entièrement numérique, mais aussi avec des personnes physiques qu'on peut rencontrer. Il y a cette idée de contact humain qu'il faut absolument ménager. Alors, effectivement, le contact humain est plutôt téléphonique. On n'a pas de personnes sur tout l'ensemble du territoire pour accompagner des personnes. Par contre, effectivement, on a depuis le début de Libéraux, mis un point d'orgue à une solution digitale, donc physique et digitale dans le sens physique avec une personne qui peut accompagner, parce qu'on sait, et en tant qu'infirmière, je sais que les patients, même s'ils sont très agiles sur leur téléphone ou qu'ils ont Internet, ne sont pas forcément toujours adeptes de la santé dans le sens global et peuvent être accompagnés, ne serait-ce que pour un accompagnement psychologique. Merci beaucoup, Florence Herry. Alors, je passe la parole peut-être à vous, Jean-Baptiste Moreau, par rapport à cette question de à quoi va répondre le numérique, parce que sur votre territoire, vous faites un petit peu l'expérience, peut-être pas d'un désert médical, mais en tout cas d'un manque de médecins criant. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du numérique? Et vous, au sein de votre association, qui est une régie de territoire, comment vous vous emparez de cette question? Est-ce que le numérique devient une solution et sous quelle forme concrètement? Pour remettre un peu dans le contexte, nous sommes une régie de territoire labellisée par la CNLRQ. Nous avons deux objets associatifs. Le premier, c'est l'insertion professionnelle par le travail. Et le deuxième objet associatif, c'est le lien social. Et très vite, avec la pandémie, on s'est aperçu que beaucoup de personnes étaient très éloignées du numérique, notamment lorsque c'est beaucoup plus important pour nous de répondre à cela lorsqu'on sait que en 1er janvier 2022, tout passe au numérique en termes de services publics. Donc nous avons créé un France Service qui a été labellisé le 1er janvier dernier et nous avons reçu plusieurs personnes du territoire qui nous ont très clairement fait comprendre que le manque de médecins était criant chez nous, donc on s'est renseigné. Et en effet, sur le secteur du Creusot, nous avons moitié moins de médecins pour 10 000 habitants que la moyenne nationale. Malgré tous les efforts de la ville et puis du conseil départemental de Saône-et-Loire, on trouvait pas de solution et est apparu un appel à projet national lancé par la NCT pour l'expérimentation de bornes de téléconsultation médicale. Donc nous avons répondu à cet appel à projet et donc nous allons recevoir une borne Medadom avec 6 outils permettant l'accès sans rendez-vous aux populations du Creusot et ses alentours à cette borne. Donc en moins de 10 minutes de ce que dit Medadom, les personnes auront accès à un médecin inscrit à l'Ordre national des médecins. Et pour nous, c'est une vraie réponse notamment à une problématique de territoire par rapport aux médecins, mais également à une problématique de territoire du numérique, puisque la majorité des personnes du quartier dans lequel on se situe, puisqu'on est dans un QPV, la très grande majorité n'a ni Internet, ni ordinateur chez elle. Voilà. Donc le numérique répond non seulement à cette problématique de l'accès
aux médecins, mais aussi ça nous permet de capter les personnes pour après les orienter vers la compréhension du numérique, puisque bon, on a également un conseiller numérique dans le cadre de France Relance. Oui, donc on comprend bien voilà, que le numérique va répondre à des besoins en santé importants, mais encore faut-il que la population à qui on s'adresse puisse elle-même avoir cet accès au numérique. Justement, comment vous allez travailler ce gap peut-être entre les besoins en santé et l'inégalité d'accès au numérique, sachant que vous pouvez peut-être décrire un petit peu plus la population que vous accueillez. Vous me disiez que au guichet France Service, vous avez à peu près 1700 personnes déjà que vous avez reçues depuis le début de l'année, ce qui est vraiment un nombre important aussi. Voilà, depuis le début de l'année, donc nous avons reçu plus de 1800 personnes dans le cadre de notre France Service. Nous recevons toutes sortes de personnes, des personnes du quartier, des personnes extérieures, même des personnes qui font 50 km pour avoir accès aux services de France Service. Et donc on a des personnes qui sont salariés, des fois même souvent des retraités ou même encore au chomage. Vous pouvez peut-être en 2 mots ce que permet France Service, enfin quel service justement vous proposez, puisque peut-être c'est pas clair pour tout le monde. Pardon, oui. Alors France Service, c'est un label d'État délivré par l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est un guichet unique dans lequel nous retrouvons 9 partenaires nationaux. Donc la CAF, la CPAM, la CARSAT, Pôle emploi, l'assurance retraite, voilà, la Poste également pour tout ce qui est numérique. Et nos médiateurs sont capables de répondre à 95% des questions. En gros, en un rendez-vous, France Service est capable de mettre à jour la vie administrative des personnes. Et donc, aussi bien qu'on soit en ville qu'à la campagne, il y a une réelle fracture numérique, que ce soit par les outils ou par la connaissance du numérique. Et donc, nous sommes orientés très vite là, notamment aussi pour les personnes qui ne parlent pas français, puisque dans notre quartier, on a aussi une majorité de personnes qui ne parlent pas français. Donc, il faut les aider. Il faut les aider à accéder au numérique. Et si on revient à notre problématique santé, c'est aussi accéder donc à la santé par le numérique. Alors il y a une borne avec la carte vitale, on paye également avec une carte bleue. Et nous savons que nos publics, clairement, certains n'ont pas de carte bleue. Donc nous, on mettra à disposition une carte bleue. Le public qui viendra nous paiera nous, et nous paierons avec notre carte bleue, toujours pour faciliter l'accès à la santé. Alors oui, on voit bien justement que, alors vous le pointez, je pensais peut-être en parler un petit peu plus tard, mais on va peut-être enchaîner là-dessus sur cette question de l'accompagnement finalement de ces outils numériques. Garland Nison, bonjour. Sur ce sujet, donc vous en connaissez quelque chose de ce besoin d'accompagnement, c'est-à-dire que finalement tout ce programme de Ma Santé 2022 avec l'espace numérique de santé et tout ce que ça suppose, sans parler donc de ces outils comme on le voit avec Jean-Baptiste Moreau qui sont déjà sur le terrain et qui supposent un accompagnement. Tout cela va nécessiter un accompagnement très fort, une formation à la fois des professionnels pour que les patients finalement accèdent à ces services. Oui, bonjour. Oui, donc moi je coordonne un réseau d'acteurs de médiation numérique depuis presque 15 ans maintenant, et c'est vrai que sur cette fonction, j'ai vu arriver la dématérialisation de Pôle emploi, la dématérialisation des déclarations trimestrielles pour la CAF et pour toucher le RSA, et au final, ce qu'on a constaté sur les territoires, c'est que bien souvent, c'était les médiateurs numériques qui étaient en première ligne, même si au départ, c'était pas forcément eux qui étaient identifiés pour accompagner le public. Malgré tout, surtout sur les territoires ruraux, les gens s'adressent à leur médiateur numérique quand ils sont au courant qu'un espace public numérique ou un espace de médiation numérique est disponible. Donc, j'ai eu la chance d'être associée au groupe de travail donc animé de Giovanna sur les fractures numériques en santé. Et donc, à la présentation de l'arrivée de l'espace numérique en santé, effectivement, j'ai eu l'impression que l'histoire se répétait un petit peu. Donc, j'ai proposé le projet qu'on est en train de développer avec Giovanna sur justement comment est-ce qu'on va permettre à ce que cette arrivée ne soit pas encore un risque de fracture supplémentaire. Donc, là, pour le compte sur la santé. Donc, comment on va faire monter en compétence tout l'écosystème en fait local. Donc, on développe un projet qui vise en fait à former à la fois les médiateurs numériques, mais aussi les professionnels de santé.
en partant du constat que les professionnels de santé, bien entendu, ils vont pas accompagner les publics à créer à utiliser leur espace, etc. Mais c'est eux qui vont pouvoir orienter vers. Et si on veut orienter vers, il faut que chacun puisse se connaître et parle à peu près le même langage et identifie où sont les ressources sur les territoires. Donc, le programme qu'on développe, ça vise on a bien entendu passé une grosse phase d'entretien pour identifier un peu les besoins sur les territoires. Moi, je suis pas du tout issue du monde de la santé. Et du coup, on a identifié aussi qu'il y avait un vrai besoin d'acculturation des professionnels de santé sur le numérique. Donc, ce programme, il va être au final proposé aux professionnels de santé et aux médiateurs numériques pour, bien entendu, au final, que ça touche l'usager et qu'il soit accompagné dans son appropriation des outils. Nous, on est bien entendu sur la pratique, sur la manipulation de mon espace numérique avec l'agenda, avec la messagerie sécurisée, expliquer comment on télécharge une application, on met à jour ses données. Mais on est aussi sur une démarche beaucoup plus large où on va évoquer, par exemple, tout ce qui est, il y a tout un module autour de l'éducation du patient. Aujourd'hui, on parle beaucoup des fake news, mais les fake news en santé, c'est tout particulier parce que c'est aussi une porte ouverte vers des dérives sectaires. Il y a tout un travail de pédagogie. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat à ce propos. Il y a tout un travail de pédagogie à faire sur la protection des données. À la fois pour rassurer le patient, mais aussi pour que des bonnes pratiques se mettent en place. On n'échange pas des données de santé sur un Gmail, par exemple. Donc, effectivement, il y a ce travail-là à effectuer et puis rassurer. Il y a la loi qui nous protège. Toujours quand on parle de données de cet espace numérique, on nous dit « Oh là là, mais je vais pas donner toutes mes données à l'État. » Bon, des fois, on n'a pas de problème à les donner à un Google ou un Facebook, mais effectivement, on a tout de suite les réticences qui se lèvent quand on parle de donner ces données à l'État. Enfin, de donner ces données. C'est pas très joli. Mais malgré tout, il y a quand même des lois qui protègent parce que tout de suite, on entend, oui, mais je vais payer plus cher ma mutuelle parce que je fume, je vais payer plus cher mon assurance, mon crédit immobilier parce que, bref. Non, il y a des lois qui protègent. Donc, il faut remettre tout ça un petit peu à plat, rassurer, faire beaucoup de pédagogie, tout en sachant qu'en plus, les données de santé, c'est quand même les données les plus convoitées. C'est celles qui se vendent le plus cher. Donc, c'est quand même aussi des données à risque. Donc, il faut rassurer. Il faut rappeler que la loi... notamment donc CNIL, RGPD, etc., c'est quand même hyper protecteur par rapport à d'autres pays. Et puis du coup, accompagner le médecin sur des nouvelles, enfin le médecin, un professionnel de santé au sens large, sur la protection de données et aussi sur le fait qu'effectivement, il y a peut-être aussi parfois une posture un peu nouvelle à mettre en place parce que le médecin, le patient, oui, il se renseigne sur Internet. Alors des fois de travers. Mais malgré tout, faut le prendre en compte et pas forcément balayer d'un revers de main ou voilà. Et c'est expliquer pourquoi. Et oui, aujourd'hui, le patient, il se renseigne sur Internet. Et d'entendre, faut pas confondre d'avoir fait 8 ans de médecine et d'avoir lu un article dans Femme Actuelle. Ça, non. Enfin, je veux dire, il faut expliquer, il faut prendre la personne. Enfin, voilà, on parle de numérique. Tout de suite, on parle d'humain. Voilà, l'humain, il est là, il est nécessaire. Faut rassurer, faut faire de la pédagogie, faut accompagner. Et faut pas, voilà, faut pas, juger trop vite et puis quand on parle de prendre les outils en main, là on parle des données, on parle des outils numériques en santé, mais ça va bien en amont de tout ça et c'est pourquoi on essaie de développer un dispositif plus global autour du pass numérique que la plupart des médiateurs numériques de France et de Navarre connaissent, où on voudrait le thématiser autour de la santé parce qu'avant d'arriver à l'espace numérique ou d'arriver sur un service comme Libéraux, il faut avoir une adresse mail, savoir se connecter, enfin voilà, tout un tas d'étapes qu'il faut passer et qui ne sont pas forcément naturelles pour tout le monde. Alors, merci beaucoup, Carla Nison. On va revenir ensuite sur ces enjeux de formation. Je vais juste en profiter, comme vous parliez de protection des données numériques, pour relayer une question des participants, même si normalement les questions c'est à partir de 9h30, mais comme Madame Marsico nous quittera à cette heure-là et que ça lui était adressé. Donc justement, je relaye une de ces questions. Les problématiques d'utilisation des outils numériques, c'est la gestion, enfin l'une des problématiques est la gestion des données personnelles et leur protection. Donc sur les thèmes de la santé, les appréhensions seront certainement décuplées. Donc, comment rassurer les usagers? Donc, Garland Nison a commencé à en parler, mais du côté État, qu'est-ce qu'on dit du côté ministère? Ben, évidemment, un des critères qui permettent de rassurer la population, c'est le critère de la transparence, tout bêtement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons des choses, nous le disons et nous agissons en conséquence. Par exemple, sur
sur les critères donc convergence que j'ai évoqués tout à l'heure pour le renseignement des outils sur l'espace numérique de santé, sur mon espace santé. Ces critères ont été validés avec tous les représentants associatifs qu'on a associés. Ils ont été soumis à concertation publique par l'Agence du numérique en santé et ils repasseront au niveau du comité citoyen qui est en train de se mettre en place pour pouvoir associer justement les usagers à tout moment, à toute étape de la construction de mon espace santé. Donc, que ça soit sur les données, sur la sécurité, sur l'authentification, les usagers seront toujours associés et il n'y aura aucun espace sombre, aucun espace caché de décision qui sera pris sans implication. Les données, comme disait Garland, ils ont en France, fort heureusement, un cadre qui est extrêmement structuré, c'est lui qui est géré par la CNIL. On a des lois françaises, on a des lois qui ont été inscrites en France suite à des dispositifs européens. Tout l'enjeu est aussi, nous, État, de les faire connaître, de faire connaître ce cadre, parce que c'est tout à fait pertinent ce qu'il dit Garland. Quand on donne les données à Facebook, à Instagram, à TikTok, et puis on a crainte de les mettre dans l'espace numérique de santé, c'est parce qu'en général, on ne connaît pas forcément tout le cadre, tous les dispositifs. Donc il y a vraiment un effort aussi de monter en compétence pour la population générale et le projet Accompagner les citoyens vers le numérique en santé, il est particulièrement adapté pour les personnes en situation d'exclusion numérique. L'autre dispositif ambassadeur, lui aussi, il va pouvoir faire monter en compétence les destinataires, les cibles, donc tous les citoyens, mais aussi les ambassadeurs qui vont s'impliquer parce que eux-mêmes, ils seront formés. Donc, il y aura vraiment quelque chose comme un caillou dans l'eau qui va pouvoir élargir ses effets partout. Donc là, vous faites allusion, Giovanna Marsico, au projet pilote en Haute-Garonne. On y reviendra peut-être. Donc, j'en profite encore pour relayer une petite question qui était aussi un peu liée à la première, à savoir l'implication des publics. Est-ce que, demande Stéphane Gardet, est-ce qu'il est proposé que les publics en difficulté soient associés dès la conception des outils? Alors là, vous avez parlé d'appel à la population, etc. Pour la conception. Et autre question, est-il envisagé des versions miroirs des sites outils afin d'accompagner les publics en difficulté sans être connectés à leur espace personnel? Donc ça serait peut-être des outils qui pourraient être utiles à Jean-Baptiste Moreau et à ses médiateurs associatifs, par exemple. Alors, tout à fait, quand j'évoquais les critères convergence, un des critères est celui d'associer les destinataires du service à tout moment du déploiement du service, donc dès la conception. Bien évidemment, nous, en tant qu'État, on ne peut pas obliger tous les industriels à le faire, mais on peut imposer aux industriels qui souhaitent être référencés dans l'espace numérique de santé de respecter ce critère. Ça, c'est quelque chose qui nous est cher, c'est notre capacité de contraindre, en sachant que être présent sur l'espace numérique de santé, c'est une chance assez inouïe d'abord d'être visible et ensuite de montrer, de garantir la qualité et la fiabilité du service. Donc Florence en parlera mieux que moi, mais je pense que c'est vraiment un intérêt spécifique des industriels de pouvoir y être. Mais pour pouvoir y être, il faut qu'ils respectent les critères qu'on a définis. Et en ce qui concerne les dispositifs type miroir, des dispositifs de simulation, on n'est pas encore tout à fait là. Donc il y a tout un travail là pour l'instant assez costaud pour faire sortir de terre l'espace numérique de santé, mais sans doute, il y aura des réflexions dans le sens, et on a discuté encore la semaine dernière avec l'association Valentin Huide qui réunit des personnes atteintes de malvoyance grave, et justement, on est très, très intéressés à des dispositifs que eux ils utilisent dans le genre de vie ma vie. Donc, pour pouvoir mettre les développeurs
et notamment et également l'État, en condition de comprendre ce que c'est vraiment le quotidien d'une personne atteinte d'un handicap, dans ce cas-là visuel. Donc on reste dans cette logique de pouvoir vraiment adapter le plus possible, le plus finement possible, tous les dispositifs, tous les services publics, mais aussi privés, aux besoins des personnes qui sont en situation spécifique. Merci beaucoup. Alors, Florence Herry, ça me donne envie de rebondir et de vous poser une question par rapport à peut-être au départ la réticence des publics. Est-ce que finalement, chez les particuliers ou les professionnels de santé qui passent par votre plateforme, est-ce qu'il y a eu tout un travail finalement de pédagogie? Je pense notamment aux professionnels hospitaliers, puisque vous avez des marchés avec notamment la PHP pour faciliter les sorties d'hôpital. Comment ça se passe, cette acculturation au numérique? En effet, je rebondis sur ce que disait Giovanna. Il y a les patients, en fait, ils ont un usage du numérique globalement, de manière générale, les Français, qui peuvent être sur Facebook, de dire plein de choses sur leur propre état de santé, par exemple dans des groupes fermés ou dans des groupes même ouverts, et des sites effectivement qui sont vraiment dédiés à la santé, avoir parfois des interrogations effectivement de où va ma donnée. Mais en fait, le plus important, c'est effectivement d'avoir une expérience utilisateur patient qui soit la plus fluide possible. Donc ça, c'est du produit, c'est de la technique, du développement, du design, et ça, c'est du travail en interne, de l'investissement qui est fait par des industriels comme nous pour accompagner des patients, des soignants et des aidants dans la bonne utilisation d'une interface comme la nôtre. Et effectivement, pour un autre type d'utilisateur comme effectivement les établissements de santé pour faciliter la sortie d'hospitalisation, c'est pareil. On a à la fois une interface en ligne pour ceux qui sont adeptes du digital, notamment les assistantes sociales, les cadres de santé ou autres, mais on a aussi une ligne téléphonique. Donc, en fait, on ne peut pas aujourd'hui, en 2021, se permettre d'être full digital sur les solutions qu'on développe à ce jour. Et je reviens sur un point qui est quand même important. Au-delà de ne pas être full digital, tout ce qui est digital doit effectivement respecter des règles, notamment tout ce qui est hébergement des données sur un hébergeur de données en santé agréé et certifié. Ça, c'est l'obligation pour toute entreprise. Ça demande un investissement financier et technique. Tant il faut des développeurs, il faut une technicité pour pouvoir justement développer des solutions qui sont finalement certifiées justement pour protéger les données des patients et des professionnels de santé. Et en plus de ça, effectivement, l'État va nous mettre à disposition une plateforme qui va s'appeler l'ENS avec tous les critères finalement qui vont nous permettre de nous dire, nous en tant qu'industriels, eh bien voilà, il y a des règles, on se plug à ces règles pour pouvoir, du coup, être référencé comme un outil qui respecte ces règles. Et donc ça, c'est une aubaine pour nous, c'est vraiment quelque chose de très positif, mais c'est sûr, ça demande encore une fois de l'investissement en temps, en technique, et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Mais c'est important aussi, ça va filtrer forcément des solutions qui sont aujourd'hui, qui se développent sur le marché de la santé, de la e-santé, et qui vont devoir s'adapter à la réglementation. C'est la même chose pour les professionnels de santé avec la CPS. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, la CPS, la carte professionnelle de santé, qui a été digitalisée depuis assez longtemps, même avant la crise. Et en fait, on a vu un espèce de boost du téléchargement de la e-CPS, donc la carte CPS dématérialisée, pour notamment que les professionnels de santé, infirmiers, kinés, médecins, puissent avoir accès directement via donc, cette e-CPS, le service e-CPS, au CIDEP, à Vaccin Covid, à tous les services numériques qui sont adaptés pour les professionnels de santé. Donc, c'est pour les industriels, notamment les startups en e-santé. Il va y avoir du travail à faire, mais au moins, ça permet de cadrer les choses et de filtrer les solutions qui sont adaptées ou non à la réglementation en vigueur. Alors aujourd'hui, à Libero, vous réunissez un réseau d'environ 20 000 professionnels de santé pour répondre justement à ces besoins donc, de soins à domicile en sens large. Donc, ça peut être un soin, une demande de matériel ou un service à la personne. Comment vous avez approché ces professionnels et quel est l'intérêt aujourd'hui pour les professionnels d'adhérer, entre guillemets, à des plateformes comme la vôtre, à des outils numériques comme le vôtre ?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'interface Libéraux Pro, qui est donc pour les professionnels de santé qui exercent notamment à domicile, donc les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, nous n'avons pas de médecins sur notre plateforme, ne payent pas pour être inscrits à Libéraux Pro. Nous avons un modèle économique qui est plutôt en B2B, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, typiquement, les professionnels de santé aujourd'hui, quand ils s'inscrivent chez nous, dans la communauté Libéraux Pro, ils ont d'une part un outil qui leur permet de recevoir des demandes de soins en fonction de leur zone d'activité, et je rejoins ce que Jean-Baptiste disait tout à l'heure sur les déserts médicaux. Nous, les professionnels de santé indiquent la zone dans laquelle ils exercent. Ça nous permet de savoir, effectivement, pour une demande de patient donnée, le professionnel de santé adapté en fonction de la zone travaillée et le type de soins demandés. Mais ça leur permet aussi de participer à des projets innovants parce que typiquement, comme je le disais, l'aspect technique est quand même très fort, nous, chez Libéraux, et on développe des outils qui nous permettent de faire des expérimentations, des parcours patients digitalisés, et notamment on travaille avec des hôpitaux, des laboratoires pour pouvoir permettre à des infirmiers d'utiliser le digital pour le bon parcours de soins des patients. Donc il y a à la fois cette effectivement bonne visibilité en tant que professionnel de santé, je mets finalement ma fiche de professionnel en avant, mais aussi je participe à la e-santé. Et on fait des brainstorms, on fait des sondages auprès de nos professionnels de santé partout en France. Donc je serais ravie de pouvoir aussi participer aux travaux en cours pour impliquer les professionnels de santé sur les sujets de la e-santé, parce qu'eux sont vraiment preneurs et peuvent être de vrais relayeurs de la e-santé auprès de leurs propres patients à domicile qui sont souvent, pour les infirmiers libéraux notamment, plutôt âgés. Et donc, ils pourraient être un vrai relais, en tout cas, pour cette e-santé. Merci Florence Herry. Alors, on va repartir peut-être du côté usager. Jean-Baptiste Moreau, alors vous n'avez pas encore reçu votre borne de téléconsultation, mais on comprend que c'est quand même une attente importante pour votre territoire et ses habitants. Quels freins vous avez identifiés aujourd'hui par rapport à une borne comme celle-ci? Vous parliez tout à l'heure de la carte bleue. Est-ce qu'il y a d'autres freins? Je pense notamment à l'accompagnement, c'est-à-dire qu'un médiateur associatif va pouvoir aider le futur patient à suivre sa consultation s'il le souhaite. Quels sont les freins qu'on peut anticiper aujourd'hui? Alors, comme vous l'avez dit, nous ne faisons pas du tout partie du monde de la santé. Nous sommes associatifs, nous sommes des médiateurs. Et donc, pour nous, l'accompagner jusqu'à passer à l'acte, entre guillemets, l'utilisation des outils, ça nous est impossible. Par contre, l'un des freins qu'on va lever, ça va être l'explication. Alors certains ne parlent pas la langue, donc nous on a des médiateurs qui des fois parlent la langue, leur langue, donc ça facilite aussi la compréhension. Mais ça c'est un vrai frein déjà, la langue. Donc on va demander à ce que la personne soit accompagnée pour garantir la confidentialité de la visite. Voilà, ça c'est le premier vrai frein. Donc nous en amont, il faut qu'on s'assure que la personne puisse comprendre ce que va dire le médecin qui sera face à elle. Et si c'est pas le cas, on va demander à la personne d'être accompagnée par une personne de confiance, une voisine ou enfin quelqu'un qui comprend la langue. Le deuxième sujet, ça va être l'utilisation numérique. Donc là, nous, on aura une formation de la part du prestataire Medadom qui nous sera dispensée quant à l'utilisation de la borne. Et le médiateur donc accompagnera la personne jusque devant la borne et lui expliquera comment fonctionne cette borne. Et puis enfin, il y a le côté tout ce qui est accompagnement financier, je dirais, puisque certain nombre de personnes n'ont pas de carte bleue, et c'est aujourd'hui ce qui est nécessaire avec la carte vitale pour accéder à la borne. Alors l'avantage aussi de savoir si la personne aura une carte vitale ou pas et d'avoir un France Service, c'est que nous on pourra faire les démarches pour la personne pour qu'elle puisse avoir la carte vitale, puisqu'on a aussi des personnes qui viennent à nous pour faire les demandes de carte vitale ou d'autres choses. Voilà. Donc, on est sur la levée des freins au maximum pour l'utilisation de la borne. Garland Nison, je reviens vers vous. Vous avez identifié aussi des freins par rapport à l'usage de tels services. Qu'une borne de téléconsultation, oui, mais encore faut-il que les travailleurs sociaux, justement, puissent faire cet accompagnement. Je pense que ce qu'il faut définir, que ce soit, vous parlez de travailleurs sociaux, que ce soit dans le monde de la santé ou dans le monde de l'accompagnement du travail social,
c'est jusqu'où chacun va et quelle est la place de chacun sur le territoire et quelle est sa mission. Et c'est là la difficulté, c'est que des fois, c'est un peu compliqué de savoir où commence la médiation numérique, où s'arrête le travail social. Et je pense que dans la santé, il va falloir aussi qu'on se pose ces questions-là pour créer un écosystème cohérent sur les territoires et qu'on évite surtout à tout prix l'effet ping-pong, c'est-à-dire qu'on renvoie les gens les uns aux autres et qu'on ne sache pas qui peut accompagner. Donc effectivement, aujourd'hui, dans le cadre du travail social ou de la démarche administrative, il y a le déploiement des Dents Connect qui permet déjà de faciliter aussi la prise en charge des démarches administratives en version dématérialisée. Mais la question au niveau de la santé, les médiateurs numériques, ils sont pas là pour accompagner dans les démarches de santé, ils sont là pour accompagner sur les démarches techniques. Effectivement, savoir comment on remplit, comment on protège ses données, comment on vérifie une information, ça c'est du rôle du médiateur numérique, mais c'est pas du rôle d'aller jusque à accompagner sur la borne santé. Et il faut surtout aussi se poser les questions et qu'on ait vraiment ces échanges-là sur, faut pas non plus que la borne santé soit un prétexte pour aussi accélérer une désertification. Donc ça, j'ai pas forcément de réponse, mais je pense que le débat mérite d'être posé. Est-ce qu'on peut peut-être, je souhaitais vous laisser la parole, Garnison, pour qu'on avance un petit peu dans l'explication des expérimentations que vous avez lancées. Je pensais notamment à ce concept de tiers-lieu numérique dans des établissements de santé. On n'a pas encore beaucoup parlé des établissements. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors l'idée, c'est on a fait un constat, c'est qu'effectivement, parfois, les acteurs de la médiation numérique peinent à trouver leur public. À côté de ça, un hôpital, c'est un lieu où potentiellement c'est un lieu de brassage. Ça peut concerner malheureusement tout le monde. C'est des endroits où, quand on est hospitalisé, on a parfois entre guillemets, du temps à perdre. Pourquoi pas en profiter pour monter en compétences et qu'on a aussi potentiellement des problématiques administratives du type Sécu, mutuelle, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas tester justement le déploiement de tiers-lieux d'inclusion numérique, en fait des structures de médiation numérique au sein même des hôpitaux. L'idée étant que ce soit des lieux justement de croisement, de brassage. On a commencé sur un hôpital psychiatrique. C'était pas forcément ce qu'on avait prévu, ce auquel on aurait pensé au départ. Donc il y a eu un petit peu, faut être honnête, un peu une levée de bouclier de la part de l'équipe soignante au départ, et maintenant c'est eux qui le redemandent. Parce que ça permet d'amorcer des échanges, d'amorcer des activités, alors occupationnelles au départ, mais qui peuvent du coup être poursuivies après la sortie. Donc c'est intéressant qu'il y ait ce lien entre le monde de l'hospitalisation et le monde extérieur une fois que la personne est sortie. Et on déploie la même expérimentation sur un hôpital, si je puis dire, plus généraliste. Et l'idée, ce soit que vraiment, on puisse développer des actions à la fois, comme je vous disais, pour prendre son espace numérique en main, pour ses déclarations de problématiques mutuelles, etc., de profiter du temps pour monter en compétences, mais ça s'adresse à la fois aux personnes hospitalisées, à la famille, à l'équipe soignante, pourquoi pas, puisque tout le monde a un peu besoin de monter en compétences. Et là, je vais peut-être un peu loin, mais pourquoi ne pas aussi s'autoriser une personne âgée qui contacte ses petits-enfants à l'autre bout parce qu'on peut pas les voir, âgés ou pas âgés d'ailleurs, d'accompagner la scolarité pour les personnes, les enfants hospitalisés, etc. Je pense que le champ des possibles est énorme. Et l'hôpital, c'est déjà en soi presque un tiers-lieu, c'est un lieu de brassage, un lieu de vie, c'est donc pourquoi pas, on a fait ce pari de penser qu'effectivement, de toute façon, c'est un établissement au cœur du territoire et que ça pouvait avoir du sens. Donc, on est encore en phase expérimentale. On a peut-être une équipe de chercheurs qui va suivre aussi pour regarder de plus près un peu quel est l'impact de cette expérimentation. Bon, je vais un peu vite en besogne, on en est au début, mais c'est vrai qu'effectivement, on s'est dit que pourquoi pas tenter ce pari. Et c'est vrai que ça arrive en plein dans l'ENS, dans le déploiement de l'ENS, donc c'était le bon moment, je pense. Et alors, comment ce brassage est accueilli ? Ça fonctionne, c'est-à-dire que autant les patients que leurs familles, que les professionnels de santé se retrouvent dans cet espace où il y a encore du travail Alors, sur l'expérimentation qui est déjà en cours, c'est l'hôpital psychiatrique. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus protégé comme environnement. Mais pour l'instant, ça brasse équipe soignante et personnes hospitalisées. Pour les familles, on va attendre un petit peu. Et le médiateur, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, le médiateur n'est pas un personnel de santé, donc il est toujours accompagné aussi
de personnel de santé qui sont là pour voilà, parce que des fois c'est des publics qui est pas facile non plus, hein. Donc des fois il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des crises, donc il faut quand même donc on en est pour l'instant déjà à un échange entre le personnel soignant et les personnes hospitalisées et du coup il y a des échanges qui sont très intéressants et d'autant qu'on avait la direction en fait nous a demandé aussi d'intervenir puisqu'il y a un tout petit service en pédiatrie. Et du coup, c'est vrai que accompagner l'usage des smartphones sur les adolescents, on le fait au collège, donc pourquoi pas le faire en milieu protégé comme ça. Bien au contraire, il y a vraiment des besoins. Merci beaucoup. Giovanna Marsico, comme vous devez bientôt nous quitter, je souhaitais vous laisser la parole aussi pour parler peut-être de l'expérimentation en Haute-Garonne, justement, où là, le principe, c'est plutôt des ambassadeurs sur le terrain qui vont sensibiliser la population, le grand public, à ce futur espace numérique de santé. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment le principe de la solidarité. On s'est dit que mon espace santé, donc l'espace numérique de santé, son nom est mon espace santé. Lui, il sera un vrai levier pour l'accès à la santé et puis pour l'autonomisation des personnes. Autonomisation dans le sens de prise en main chacun de son expérience de vie à travers la santé. Et donc, pour pouvoir rendre ceci possible, il faut vraiment compter sur la solidarité de toutes et tous et de permettre aux personnes qui souhaitent le faire de s'impliquer dans leur environnement, dans leur quartier, dans leur lieu de travail, dans leur association, de devenir des relais, des ambassadeurs. Et on a mis en place des formations qui sont des formations vraiment centrées sur mon espace santé avec quelques références aux enjeux du numérique en santé en général pour éviter que les ambassadeurs se retrouvent en difficulté à ne pas savoir répondre aux questions que les usagers se posent. Et puis, bien évidemment, on travaille de façon très, très étroite avec Garlan et avec l'autre projet de la Drôme pour pouvoir capitaliser sur les dispositifs qui sont mis en place et être capable et mettre les ambassadeurs en condition d'être capables de diagnostiquer une situation d'exclusion numérique et donc de bien renvoyer là où il faut renvoyer. Et là, on a démarré en Haute-Garonne. Normalement, si les résultats sont concluants de ce dispositif, qui est un dispositif vraiment partenarial, hein, on a mis dedans il y a la région, l'agence régionale de santé, les écoles de commerce, d'autres écoles, les collectivités locales, les usagers, France Asso Santé et d'autres associations qui sont très, très fortement impliquées, la CPAM. Et puis voilà, si les résultats sont concluants, on pourra mettre en place la généralisation sur toute la France. Merci beaucoup. On a encore le temps avant les questions de peut-être parler d'une autre expérimentation garnisons le pass santé, le pass numérique, au service de la santé. Donc là, ça se passe en Haute-Savoie. Est-ce que vous pouvez aussi nous détailler un petit peu cette expérimentation, qu'on puisse bien en comprendre les enjeux? Alors, le pass numérique, c'est un dispositif qui existe déjà sur beaucoup de territoires. Ça prend la forme d'un chèque, comme un ticket resto qui permet d'aller, avec un système de prescription, d'aller être formé en fonction des territoires selon un nombre d'heures dans des espaces de médiation numérique. Et nous, on a pris le pari de dire qu'à un moment donné, pour attirer les personnes dans leur acculturation, et notre objectif toujours, c'est que les personnes au final deviennent autonomes dans leur usage du numérique, on va, entre guillemets, les attraper soit par une problématique, soit par une appétence particulière, etc. Donc, on essaie de s'adapter aux personnes. Des fois, la porte d'entrée, ça va être la création d'une carte grise ou la consommation ou pourquoi pas, du coup, la santé. Et l'objectif de ce pass numérique en santé, c'est de dire on va refaire les modules qui sont déjà définis dans le catalogue de services, enfin certains, parce qu'il y en a, c'est pas possible, mais on va le colorer avec la santé. C'est-à-dire que si on fait un module administration, on va plutôt aller sur Amélie que sur la CAF. Si on va sur
le fonctionnement du mail, peut-être qu'on ira au bout d'un moment sur la messagerie sécurisée de l'espace numérique en santé. Voilà, donc c'est coloré en fonction de la problématique de la personne, des modules qui sont déjà existants, le mail, la recherche documentaire, comment vérifier une information, puisque je vous parlais des fake news en santé tout à l'heure, justement, c'est un exemple tout à fait pertinent par rapport à ça. C'est plutôt que de parler des fake news classiques, on va s'orienter quand même sur les fake news en santé. Et là, je peux vous dire qu'on a de quoi travailler, c'est bon, il y a de quoi faire. Et comment on détricote en fait cette vérification d'informations, etc. Et ce qu'on peut rappeler justement, c'est que les destinataires de ce pass numérique ne sont pas forcément les personnes les plus exclues du numérique, mais aussi les personnes qui n'ont pas forcément ces usages-là du numérique en santé, par exemple. Moi, j'ai un peu coutume de dire qu'en fait, potentiellement, tout le monde risque à un moment d'être exclu du numérique sur un usage ou un autre. Donc, à un moment donné, où se situe la fracture, pour moi, elle est un peu à dimension variable. D'ailleurs, les chiffres ont un peu augmenté sur les personnes éloignées du numérique avant et après le Covid, parce que du coup, l'usage de base n'était plus le même. Avant, on se passait tout à fait bien d'utiliser une visio, d'utiliser un outil pour accompagner son enfant dans sa scolarité, etc. Et Dieu sait qu'il y en a eu une multiplicité pendant la période de Covid. Donc, non, pas forcément les personnes les plus éloignées, mais malgré tout, où est-ce qu'on met la barre? Pour moi, c'est assez fluctuant. Et à un moment donné, si on se retrouve face à une problématique, quelle qu'elle soit, on est en droit d'être accompagné. Alors bien entendu, on n'est pas là pour faire du montage vidéo sur les vacances ou la retouche photo il y a des choses qui nous semblent pas forcément prioritaires. Malgré tout ce qui concerne la santé, l'administration, de pouvoir être autonome. Mais être autonome, c'est vérifier une information, pas tomber dans les fake news, c'est pouvoir comprendre, tout décrypter en fait, tout ce qui se passe autour de cette société du numérique. Donc c'est aussi faire des choix éclairés, donc comprendre le modèle économique des GAFAM, c'est comprendre les algorithmes, c'est comprendre. Donc ça peut aller loin pour moi d'être autonome dans le numérique. Et du coup, la fracture, elle est où? Oui, on peut aller relativement loin. Oui, on comprend qu'en fonction des usages et de sa propre culture, on peut déjà être dans l'exclusion. Giovanna Marsico, merci. Vous devez nous laisser, je crois. Merci beaucoup de votre participation ce matin. Et, merci à vous, un grand merci. C'était très passionnant. Très bonne continuation. Je pense que c'est le moment pour passer justement aux questions, à vos questions, puisqu'on en a de nombreuses. Donc, je vais laisser la parole à Mariani. Catherine, j'avais juste un petit point à ajouter à ce débat. Concernant justement, on parlait beaucoup de qui pouvait aider les patients à l'utilisation d'un outil ou d'une interface digitale, que ce soit à domicile ou pour Jean-Baptiste Moreau dans un lieu donné. En fait, il faut savoir que depuis janvier 2020, donc avant la crise, les infirmiers libéraux ont dans leur nomenclature un acte qui s'appelle l'aide à la téléconsultation. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés pour pouvoir accompagner un patient, soit à son domicile pour une aide à la téléconsultation au chevet du patient, soit ça peut être en cabinet, dans son cabinet en tant qu'infirmier où il peut accueillir des patients. Donc voilà, je pense que c'est un point qui est important parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant de cette modalité qui n'est pas en toute transparence très utilisée par les professionnels de santé parce qu'elle est très peu connue. Mais voilà, ça existe. Elle existe depuis, ça a été voté en 2019 et appliqué depuis le 1er janvier 2020. Et je pense que ça peut être un vrai atout tant dans la mise en place d'outils de téléconsultation dans des déserts médicaux que d'aller vers des personnes qui sont âgées notamment ou dépendantes à leur domicile. Donc c'est intéressant de le souligner pour que ça devienne un outil auquel chacun puisse recourir. Merci beaucoup de cette précision. Emma Gariani, je vous redonne la parole. Vous êtes co-directrice de la MENU, mais on va toutes les deux essayer de relayer les nombreuses questions des participants. Très nombreuses. Effectivement, merci Catherine, merci aux participants pour vos questions, aux intervenants pour toutes les réponses que vous avez déjà apportées. Alors, on a deux
questions. On a beaucoup de questions, mais parmi toutes les questions, on en a 2 qui reviennent assez fortement, 2 pôles de questions. Il y en a un autour du rôle des France Services, une question de Romain Papalardo, mais reprise sous divers angles par d'autres participants, sur la question des moyens qui sont accordés aux France Services pour accompagner les usagers sur le volet santé, et beaucoup de questions autour des bornes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir une borne, est-ce qu'on aura des bornes partout, et comment est-ce qu'on gère aussi l'usage de la borne en termes notamment de confidentialité. Donc ça, c'est le premier pôle de questions. Je pose le deuxième pôle, comme ça c'est fait, on arrivera à peut-être grouper les réponses. Une deuxième question porte, un deuxième pôle de questions sur la formation des professionnels de santé que vous avez abordé, Florence Herry, c'est sur finalement comment les professionnels de santé dégagent-ils du temps ou dégagent-ils, se forment-ils pour faciliter cet accompagnement sur le numérique. Alors, Jean-Baptiste Moreau, peut-être sur le rôle des France Services, vous êtes le mieux à même de répondre. Alors, par rapport aux France Services, c'est vrai que j'ai dit que c'était une expérimentation. Pendant 1 an, il y a 20 France Services en France qui vont accueillir une borne d'ici très peu. Et à l'issue, en effet, l'État, la NCT notamment, va faire un point pour savoir si c'est un service qui sera amené à intégrer l'ensemble des France Services de France ou non, sachant qu'il y a quand même quelques prérequis, un espace de confidentialité obligatoire, sachant que la borne fait 0,34 mètres carrés de surface au sol, qu'il doit y avoir un accès pour les personnes à mobilité réduite, et puis avec un débit quand même nécessaire, minimum. Voilà, donc à l'issue donc de cette année d'expérimentation, l'État en tirera les conclusions, sachant que donc c'est la Banque des Territoires qui finance cette année cette expérimentation à hauteur de 40 000 € par an, enfin pour l'année, pour les 20 France Services qui reçoivent. Quant au médiateur en lui-même, comme je l'ai dit, donc nous ne sommes pas professionnels de santé, ça c'est une certitude. Donc il faut accueillir l'usager, vérifier, comme je disais, certains prérequis quant à l'utilisation de la borne. Et je pense que le plus gros sujet, ça reste la langue. Et puis ensuite, c'est le coût, enfin la modalité de paiement. Et après, c'est, j'allais dire comme aujourd'hui, des gestes qu'on a adoptés, c'est la désinfection du matériel, obligatoire. Mais comme je l'ai dit à mes agents, de toute façon, peu importe qui rentre, même en face d'eux pour le bureau, à la sortie de la personne, il y a une désinfection. Donc, ça reste un service supplémentaire France Service au même titre que les impôts ou d'autres choses. Et là, pour le financement, vous, concrètement, vous allez proposer de mettre en place une carte bleue de l'association qui permettra à chacun de régler en espèces si nécessaire. C'est ça, l'espèce sera donc versée à l'association, à la régie, et nous mettons à disposition une carte bleue en retour pour que la personne puisse accéder au service. Au-delà de l'expérimentation, on ne sait pas encore si les France Services pourront tout être dotés de ces bornes. C'est ça l'enjeu? Alors, je pense que dans certains France Services, pardon? On a une question sur quelle démarche faut-il faire pour acquérir une borne, mais là, c'était vraiment dans le cadre d'un appel à candidature. Voilà. L'étape d'après, c'est quoi? C'est la généralisation? Ça, c'est, j'allais dire, l'issue de l'expérimentation. Je vois que Nicolas Turquet aussi. Nicolas Turquet, bonjour. À compléter, Nicolas, profitons que tu sois en ligne. Bonjour, vous êtes donc responsable du service éducation, inclusion et services au public de la Banque des Territoires. Vous pouvez peut-être répondre à cette question. Vu que, voilà, non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, il y a Diane Gelberg sur le chat qui est de la NCT, qui suit aussi, qui pilote la politique publique France Service et qui suit l'expérimentation. L'idée, c'était bien financer en effet une expérimentation, comme son nom l'indique. De voir si ça prend, de voir si dans des lieux comme la régie, ça prend. Est-ce qu'il y a des usages? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers, j'en sais rien, en financement, en accompagnement, choses comme ça. L'idée, c'est de tester, d'expérimenter. Et donc, on en tirera en effet, comme le disait Diane, un retour d'expérience qui sera partagé à l'ensemble du réseau des France Services et plus loin, j'espère.
sur le dispositif, et y compris rapidement. Mais pour l'instant, on teste, on verra ensuite. Je prends jamais d'engagement. On est un institut, enfin on est un organisme financier, donc on prend peu d'engagement. Mais en tout cas, dans un premier temps, testons sur les 25 premières France Service. Il y en a 25 qui vont être expérimentés. Et puis on verra derrière. Il y a deux dispositifs. Il y a un dispositif Medadom qui a été évoqué par Jean-Baptiste, qui est opéré par une société qui est une borne classique qui occupe assez peu de place. Et puis il y a un autre dispositif qui s'appelle TokTokDoc aussi, qui est expérimenté. Et je fais le disclaimer que TokTokDoc est une participation de la Caisse des dépôts également. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Peut-être par rapport à la question de comment les professionnels de santé vont dégager du temps pour mettre en place le numérique, alors autant de leur côté que du côté patient, qui souhaitent répondre qui a des pistes de réponse sur cette question. Florence. Oui, je pense que peut-être Guerlaine en parlait rapidement tout à l'heure sur la formation des professionnels de santé. Il y a un gros travail qui est en train d'être mené au sein du ministère de la Santé, notamment avec la délégation, sur la formation des professionnels de santé à l'usage du numérique. Donc il y aura des ressources et des moyens pour permettre aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, que ce soit des professionnels notamment libéraux ou hospitaliers ou même du secteur médico-social, pour justement se former. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de formation dans les formations continues. Il n'existe pas aujourd'hui de formation à l'utilisation d'un outil digital. Enfin, vous ne trouvez pas ça dans les formations initiales ou continues. Donc, c'est sûr que c'est à créer. Donc, il y a tout un écosystème qui doit être créé, mais on voit bien qu'il y a une volonté, en tout cas des professionnels de santé, de ce que moi j'ai pu voir, une volonté et puis des usages qui sont déjà présents. Encore une fois, les professionnels de santé n'ont pas attendu que la e-santé se développe pour utiliser des outils. Donc, je pense qu'il faut, comme le disait Guerlaine tout à l'heure, leur donner finalement le bon cadre pour accompagner comme il se doit les patients. Et puis, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'aide à la téléconsultation, par exemple, fait partie de la nomenclature. Donc, c'est-à-dire que les professionnels de santé peuvent coter un soin. Donc, c'est-à-dire que c'est un temps d'aide à l'utilisation du digital qui est valorisé. Donc, ça, c'est aussi important de l'avoir aussi en tête, c'est que les professionnels de santé sont tout à fait ouverts à accompagner des patients. Je voyais dans les questions, oui, est-ce que les médecins auront le temps d'accompagner aussi les patients en soi, à partir du moment où le temps global est aussi valorisé dans la prise en charge du patient, ça peut être aussi un incitateur. Oui, parce qu'on sait à quel point ils sont surchargés. Guerlaine Nizan, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce thème ? Non, pas particulièrement. Effectivement, je pense que si la prise en charge est là, il y aura du répondant en face. Malgré tout, c'est vrai que moi, j'ai plutôt entendu l'effet inverse, c'est oh là là, on n'aura jamais le temps. Mais peut-être, voilà, tant mieux. S'il y en a qui sont volontaires. Nous, notre crainte, c'est effectivement comment attirer le public professionnel, alors au sens large, à venir se former. On nous dit aujourd'hui que même la formation j'allais dire contractuelle est compliquée. Donc voilà, nous on va ouvrir, nos modules de formation vont être volontairement hybrides, c'est-à-dire qu'ils seront à la fois en présentiel et en distanciel. Même si on a une petite préférence pour le présentiel, parce qu'il n'y a pas que le côté humain, il y a aussi le côté efficace. Mais malgré tout, on a développé les deux moyens pour que ce soit le plus souple possible et que chacun puisse s'approprier les contenus et en même temps qu'on puisse avoir une mise à jour aussi, parce que ça évolue vite. Alors, il y a une question très précise d'Amélie Bombezin. Dans le cadre de l'accompagnement à l'utilisation de l'espace numérique de santé, notre habilitation Aidant Connect sera-t-elle suffisante ? Alors, est-ce que l'un d'entre vous est suffisamment calé de ce côté-là pour répondre, ou c'est une question trop technique ? Je crois qu'on n'aura pas la réponse, malheureusement, ce matin. L'habilitation Aidant Connect, elle est là pour des démarches administratives. Après, se pose la question de l'éthique et de l'accès aux données de santé. Et ça, c'est un autre débat. Donc, l'habilitation Aidant Connect, elle permet de sécuriser le professionnel qui accompagne sur des démarches administratives.
mais on a accès à beaucoup de choses du coup avec l'espace numérique en santé. D'après Giovanna, il est prévu qu'il soit France connectable, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres. Merci beaucoup. Il y avait une question sur comment postuler pour être une France Service pour l'expérimentation, mais je pense que ça, c'est déjà trop tard, malheureusement. Nicolas Turca, peut-être vous me le confirmez, mais ça y est, là, les lauréats ont déjà été désignés, les 25 lauréats. Oui, les 25 lauréats ont déjà été désignés, en effet, en concertation avec la NCT, donc, et d'ailleurs le ministère de la Santé. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été bouclé, en effet. Voilà. Ensuite, alors une question beaucoup plus générale, comment pallier au manque de médecins qui augmente? Vaste sujet, c'est vrai qu'on a évoqué en fond les déserts médicaux. Florence Herry, c'est vrai qu'un outil comme le vôtre, est-ce qu'il peut pallier, vous parlez d'un maillage national, est-ce que c'est vraiment véritablement un maillage national et quand on est comme ça, industriel du numérique, comment on s'organise pour répondre à ce problème ou le pallier? Alors, en tant que professionnelle de santé, moi-même, j'ai tendance à toujours dire qu'on n'a pas une baguette magique et qu'on ne va pas créer des professionnels de santé sur un territoire où il n'y a pas de professionnels de santé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les professionnels de santé, ils sont différents. Vous avez le pharmacien, l'infirmier, le kiné, le médecin, ils ont tous des modes d'exercice différents. Les médecins, clairement, on l'a pu le voir pendant la crise Covid, se déplacent de moins en moins au domicile des patients, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils ont une surcharge de travail énorme déjà à leur propre cabinet. Donc, pour, on va dire, la population qui se trouve dans un désert médical au sens propre du terme, c'est-à-dire il n'y a pas de médecin physiquement donc dans la zone, à ce moment-là, il y a toujours un autre professionnel de santé on va dire à distance acceptable pour recevoir des soins ou des conseils de santé. Donc, soit ça peut être effectivement, comme je disais tout à l'heure, un professionnel qui se déplace au domicile pour accompagner le patient lors d'une téléconsultation médicale. Donc, c'est-à-dire un professionnel, que ce soit un infirmier ou même une auxiliaire de vie, devrait avoir le droit de le faire pour accompagner un patient dans une téléconsultation avec un médecin qui se trouve à distance. Ou alors, effectivement, comme on a pu le voir, les pharmaciens ont commencé aussi à développer la mise en place de bornes de téléconsultation. Je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu toutes les expérimentations. Donc, c'est pareil, des pharmaciens qui sont encore aujourd'hui présents dans des zones un petit peu reculées. Donc, pour moi, c'est surtout ça. Après, nous, notre réseau de professionnels de santé, donc, quand on met en place notamment des parcours de soins, encore une fois, lorsqu'il est valorisé, ce temps et ces distances, les professionnels de santé se déplacent au domicile de patients pour effectuer des aides à la téléconsultation ou notamment l'évaluation d'un patient à son domicile. Là, on sait aussi qu'il y a tout un enjeu, notamment en service à la personne, de valorisation des trajets aussi, tout simplement pour que les zones les plus rurales et les plus reculées puissent être aussi desservies. Jean-Baptiste Moreau, peut-être vous pourriez nous indiquer ce qui a été fait dans votre territoire, parce que vous parliez en début de webinaire, voilà, du département qui a essayé de faire venir les médecins. Alors, bon, c'est des exemples qu'on a à d'autres endroits du territoire français, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a été fait et qui ne fonctionne peut-être pas suffisamment? Alors, il y a deux choses. La première, la commune du Creusot, comme toutes les communes, a pris la problématique à bras-le-corps. Donc, je propose de payer, par exemple, les études contre installation du médecin. Et puis, on a notre conseil départemental, le conseil départemental de Saône-et-Loire, qui, lui, salarie les médecins dans des centres départementaux, qui les libère de toute contrainte administrative, puisque c'est le département qui gère. Et puis, dans des centres départementaux, sur tout le territoire de la Saône-et-Loire, ils salarient les médecins généralistes, et là, ils passent aux spécialistes. Donc, le département lutte contre la désertification comme ça. Et ça, c'est des programmes qui ont été mis en place depuis plusieurs années, le salariat? Oui, c'était ça a commencé sous la mandature précédente, donc voilà. Mais ça, c'est un point plus technique et c'est plus le département qui pourra vous répondre. Mais vous n'en voyez pas forcément les effets, vous. Les attentes, par exemple, pour un rendez-vous sont toujours très importants et du coup découragent aussi les gens de se soigner.
Oui, oui, tout à fait. Alors, malgré cela, c'est vrai que, comme je disais, hein, la moyenne sur le territoire du Creusot est moitié moindre en termes de médecins que la moyenne nationale. Donc, du coup, il y a des délais qui se rallongent. L'outil qui est proposé par la NCT, enfin par Medadom, c'est vraiment pour désengorger et limiter la bobologie pour laisser place à des actes plus spécifiques. Et malgré tout ce qui est mis en place, oui, le nombre de médecins, enfin, les médecins sont pas plus formés et il y en a pas plus en quantité, quoi. Donc, voilà. Alors, on nous demande également si on peut avoir l'accès à la liste des 25 établissements France Service retenus. J'imagine qu'on pourra faire suivre ça. Voilà, je ne sais pas, Emma Gariani, Nicolas Turca, vous avez évidemment la liste. Autre question, toutes les France Service avaient la possibilité de postuler pour l'expérimentation. Toutes ont-elles reçu un appel à candidature? Nicolas Turca. Alors, vous n'avez pas votre micro allumé. Ah, pardon, excusez-moi. Non, elles ont été sondées sur un premier tir par la connaissance de l'équipe d'animation de la Banque des Territoires et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc voilà, il n'y a pas eu d'appel en fait extérieur en effet, c'était plutôt sur la connaissance du réseau, c'était interne au réseau. Très bien. Peut-être, je me permets de relayer, Catherine, aussi deux questions qui sont revenues concernant le pass numérique et réorientation vers les lieux de médiation numérique. On a deux questions, enfin 3 questions même. Une question qui demande, voilà, finalement, comment on peut savoir quand on est un professionnel de santé, quand on est un lieu voilà, qui propose une offre de santé ou même une France Service, comment est-ce qu'on peut savoir vers qui réorienter sur le territoire, puisqu'ils disent qu'il y a une offre, voilà, il y a le sentiment d'une profusion d'offres de médiation numérique et pas toujours de visibilité sur les endroits où renvoyer. Une autre question qui est plus spécifique au pass numérique qui dit, voilà, finalement, comment est-ce qu'on peut être sûr que quand on donne un chèque, quand on est équipé, on sache voilà, si la personne va vraiment aller dans le lieu pour se faire accompagner. Peut-être Garland. Alors, je vais faire une réponse de Normande, mais ça dépend des territoires en fait, puisque chaque territoire organise son pass numérique un peu enfin pas comme il l'entend, mais enfin il y a des modalités différentes d'un territoire à l'autre. Pour ce qui est de la profusion des services de médiation numérique, c'est pareil. Certains territoires ont mis en place des cartographies, donc je ne sais pas d'où parle la personne qui pose la question. Mais c'est vrai que c'est la problématique de la cartographie me semble essentielle. Et là, nous, sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une carto qui permet de voir à peu près qui fait quoi. Après, pour ce qui est de la santé spécifiquement, on n'a pas encore, on est en phase d'expérimentation sur ce pass et c'est pas du tout généralisé. Et peut-être qu'à terme, on va proposer, je sais pas, ça reste des échanges à avoir, à construire, mais peut-être qu'il y aura une forme enfin, peut-être pas de labellisation, mais d'identification des structures qui sont un peu plus à même à accompagner sur les problématiques de santé. L'enjeu de lisibilisation est encore fort. Pardon ? L'enjeu pour être lisible en tant qu'acteur de l'inclusion numérique est encore très fort. Plus ou moins selon les territoires, parce qu'il y a des territoires qui sont organisés depuis très longtemps. Et puis d'autres pas. Et effectivement, aujourd'hui, la médiation numérique, c'est vraiment un sujet qui est devenu central et sur plein de thématiques d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est sur la santé. Voilà, hier j'étais sur la culture, demain, enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont concernées, plein de thématiques qui sont concernées par la médiation numérique, et on a l'impression effectivement que ça expose un peu de partout. Malgré tout, je pense que vu l'ampleur du chantier, on n'est pas de trop. Maintenant, oui, la lisibilité, elle est à construire et surtout, elle est à faire vivre, parce que faire une carto à un instant T, c'est très bien. Mais encore faut-il qu'elle soit mise à jour, et ça, c'est un vrai sujet. Donc peut-être passer par des labels, je sais pas, il y a tout un tas de dispositifs qui se mettent en place et qui permettent de croiser pas mal les données. Je pense par
par rapport à notamment, par exemple, à Ptic, on est labellisé, on ne l'est pas. On peut croiser aussi ceux qui sont à même de proposer une préparation au PIX, qui est un service de certification des données, etc. Donc, à partir de là, on va pouvoir croiser des données. Mais je ne sais pas si on a une carto qui identifie toutes les structures et sur quelles thématiques elles peuvent apporter de l'aide ou non, quoi. Merci. Alors, Emma, est-ce que vous avez repéré d'autres questions ou je laisse la parole à Nicolas Turca pour conclure? La conclusion, de toute façon, elle est très simple et Emma, tu compléteras. Mais déjà c'était pour remercier un peu tout le monde d'être venu de si bon matin pour parler d'un sujet aussi important. Remercier Giovanna, qui n'est plus là, mais qui était centrale dans toute notre affaire. Évidemment, remercier évidemment Florence, Eri, Jean-Baptiste Moreau, Garland pour leur présence ce matin. Un coucou évidemment à Tarek Daher pour les régies de quartier, pour Jean-Baptiste Moreau qui nous a mis en relation. Voilà. Je trouve assez symbolique de notre sujet ce matin, c'est-à-dire l'alliance finalement d'acteurs, de solutions numériques, de l'État, de travailleurs sociaux, des régies, d'acteurs et de lieux qui accueillent du public au quotidien. Je trouve que c'est important d'avoir cet équilibre. C'est pas seulement une politique d'État, c'est pas seulement des initiatives territoriales, c'est un peu des deux. Et c'est tant mieux. C'est justement trouver les mécaniques qui font rediriger, prendre en charge. Tout à l'heure, Garland a évoqué le pass numérique, c'est une piste, mais il y en a d'autres. Et c'est quelque chose d'important à travailler, à continuer d'expérimenter. J'insiste sur le fait qu'il va falloir en effet partager les résultats de cette expérimentation qui, dans un premier tir, est assez circonscrite, à un périmètre bien donné. Les France Service, j'ai vu sur le chat, en effet, quelque chose de particulier, avec un modèle particulier d'intervention. Donc, il faudra voir éventuellement plus tard sur d'autres acteurs, peut-être, voir comment est-ce que les CNFS, par exemple les conseillers numériques, par exemple France Service, comment est-ce qu'ils se mobilisent sur ces sujets-là. Il y en a 4000 qui vont être déployés dans les prochains mois. Et quand on va compter toutes ces personnes, 4000 conseillers, quasiment 5300 agents aujourd'hui à date France Service, ça va faire quasiment 10 000 personnes qui seront à même peut-être de traiter et d'aider les Françaises et les Français dans leur numérique. Il ne faut pas que ça soit un enjeu également de désertification, ce qui a été évoqué tout à l'heure avec Garland. Ça ne doit pas être un prétexte, en effet. C'est un sujet d'aménagement du territoire, évidemment. Et c'est le sens d'ailleurs de l'engagement de la Banque des Territoires aux côtés de la NCT, et on est partenaire de la NCT sur plusieurs volets, c'est de trouver des nouvelles pistes. Et c'était le sens d'ailleurs initial avec Emma et d'autres. On avait travaillé la stratégie nationale pour un numérique inclusif. C'était être capable de sortir finalement la médiation numérique du champ dans lequel elle est parfois, souvent du travail social, des structures associatives, des choses comme ça, pour être capable de trouver des nouvelles perspectives. Et de trouver peut-être aussi de nouveaux modèles économiques. Alors, je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai que la santé, il y a des nouveaux acteurs, il y a des acteurs aussi complètement différents sur la chaîne de valeur, on va dire, du financement de ce dispositif, de ces dispositifs. On a évoqué précédemment avec Emma également et la MEDNUM, on a évoqué l'éducation. C'est encore autre chose, c'est encore un autre champ. Et puis au tout début, printemps dernier, on avait évoqué les TPE, la transformation numérique des toutes petites structures, qui est aussi un besoin et sur lequel l'inclusion numérique est aussi centrale. Et ces trois sujets, l'éducation, la santé, les commerces, l'artisanat ou l'attractivité économique d'un territoire, ces trois sujets, c'est les trois sujets clés qui intéressent les Français quand on parle d'aménagement du territoire, d'accessibilité de services au public, de choses comme ça à l'échelle d'un territoire. D'accord ? Parce que c'est les choses du numérique du quotidien, c'est aller à l'école tous les matins pour déposer ses mômes, c'est pouvoir se faire soigner dans des conditions correctes et accéder à des soins de façon correcte, puis pouvoir acheter les biens de première consommation autour de soi rapidement, sans non plus… voilà.
faire des efforts démesurés. Donc, c'est quelque chose qui est important, sur lequel nous, la Banque des Territoires, on va continuer de travailler, en tout cas sur l'année 2022. Hein, je le dis, c'est la trajectoire principale. Comment est-ce qu'on est capable de mobiliser ces dispositifs sur ces sujets-là? La médiation administrative ou l'administration publique ou la dématérialisation de l'administration ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la médiation numérique. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres champs à explorer, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, pour nous, ce qui est une mauvaise nouvelle parfois pour nos concitoyens, mais une bonne nouvelle parce qu'il y a des choses à creuser et des choses à explorer. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci Catherine, surtout à toi d'avoir animé ce matin et à Emma d'avoir introduit également. Je vous en prie, j'en profite parce qu'on a peut-être 2 petites minutes parce qu'il y a des questions précises des participants sur le prix de la borne Medadom. Alors, est-ce que c'est totalement tabou ou est-ce qu'on peut en parler? Alors, je ne le connais pas, surtout. J'aimerais pouvoir vous le dire et je n'ai pas de tabou avec les prix, mais je ne l'ai pas. Donc, je ne suis pas capable de vous dire. D'autres questions sur une itinérance possible pour des rendez-vous de santé. Est-ce qu'on peut imaginer des bus France Service? Alors, je ne sais pas. Ah, mais ça tombe bien quand vous parlez des bus parce qu'on a lancé également, j'en profite et ça va faire plaisir à Diane et de la NCT qui est sur le chat. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt avec la NCT encore pour financer une 30aine de nouveaux bus France Service en quartier politique de la ville, mais pas que, également en zone rurale. Donc, un nouvel appel à manifestation d'intérêt. Il est disponible, là, pour le coup, il est ouvert à tout le monde sur le site de la Banque des Territoires et il est relativement facile à trouver. Il est également dispo sur le site de la NCT. Mais ces 30 nouveaux bus, ces bus, ils sont à configurer et à adapter aux réalités de terrain. Il y a une partie France Service, évidemment, et ça, c'est le cœur, avec les 2 personnes qui viennent accueillir les Françaises et les Français. Mais il y a des bus, je reconnais, hein, je parle par exemple, le Fetou, on parle tout le temps de fameuse camionnette du Fetou connecté. Il y a une bibliothèque à l'arrière. Il y a des services complémentaires en fait dans le bus. Il y a des bus de l'orientation dans le nord de la France. Il y a plein de bus qui servent à différents usages. Voilà, donc pourquoi pas en effet un bus. Et il y a même un bus qui sert à vacciner actuellement, qui servait à vacciner cet été. Voilà. Donc, on voit que beaucoup de pistes sont ouvertes. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre participation active ce matin. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui se sont connectés. On n'aura pas eu le temps de prendre peut-être toutes les questions, mais je crois qu'on a ratissé quand même largement le sujet. Merci encore à tous. Vous pourrez retrouver un article qui résumera ce webinaire sur le site du magazine Chute très prochainement. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous.